Manitou, certains parlent de lui comme le plus grand penseur du XXe siècle, non seulement un penseur, mais en plus un penseur tout à fait original. Il a été aussi, bien sûr, aumônier, rabbin. Il a eu des fonctions importantes au sein des EI, il a été directeur d'Orsay, notamment. Bref, on ne présente plus Manitou, et pourtant, on est heureux aujourd'hui d'en parler à l'occasion de sa Haskara, parce que ça fait longtemps, mais personne ne l'oublie, et au contraire, dans la société israélienne, il y a un engouement autour de sa pensée, et donc nous avons profité, on va dire, de l'occasion pour accueillir avec beaucoup de plaisir le docteur Yossi Sharbit. Bonjour. Shalom. Bienvenue. Et Bella Bélange, bonjour. Voilà, qui est une ancienne élève de Manitou dans le cadre de Mayanot, qu'il a bien connue et qui a beaucoup contribué à diffuser sa pensée dans la société israélienne. Donc si ça vous branche, restez avec nous. Ça commence. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors nous avons beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Non seulement c'est ça, Haskara, mais en plus il y a un film qui a été traduit en hébreu, qui sort, voilà, qui est prêt, qui va être diffusé sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Les élèves vont se partager. On en avait parlé, on avait reçu des élèves ici. Donc c'est la seconde partie du film de l'émission Source de vie consacrée à Manitou. Et vous avez tenu à être présent. Alors vous, parce que vous connaissez extrêmement bien sa pensée, je crois. Il vous a occupé pendant plus de 10 ans, je crois. Vous avez écrit un livre. J'ai eu cette chance. Donc j'imagine que voilà, c'était important aussi pour vous d'être là. Et puis vous, parce que tout simplement, vous l'avez connu jeune. Et puis il a changé votre vie. J'ai eu ce bonheur, oui. Voilà, tout simplement. On va dire ça comme ça. Écoutez, moi j'ai eu vraiment le bonheur de faire Mayanot en 76-77. C'était la 3e promotion de Mayanot. Et ça a été une grande, grande découverte. Ça a été, je pense, l'année la plus importante de ma vie. Parce que d'une part, j'étais avec Manitou. D'autre part, j'ai rencontré mon mari, aussi celui qui devenait mon mari par la suite, à Mayanot. Et on était un peu tous une génération à la croisée des chemins. On ne savait plus où on était. D'origine séfarade pour nous, en tout cas, avec une culture française. Et on commençait à se chercher, à se poser des questions et des questions de fond. On recherchait notre identité. Mm-hmm. Et lorsqu'on est arrivé à Mayanot avec Manitou... Vous n'étiez pas forcément religieux, vous n'étiez pas forcément... Il y avait un peu de tout, quoi. Non, on voulait savoir qui on était. Qu'est-ce que c'était d'être juif, en fait ? Qu'est-ce que c'était d'être juif, se redéfinir. À la maison, il y avait beaucoup de traditions. En France, on nous disait qu'il n'avait pas beaucoup de sens. En France, on nous disait que nos ancêtres étaient les Gaulois. Les Gaulois, ça ne disait pas grand-chose personnellement. Et je recherchais qui j'étais. Et comme beaucoup d'autres jeunes aussi de cette promotion et de cette génération. Et lorsqu'on est arrivé à Mayanot, Manitou nous a enseigné avec un langage académique qui nous correspondait, avec une culture française qu'on comprenait. Il nous a enseigné la Torah avec des concepts qui étaient clairs pour nous. Et d'autre part, on a découvert que l'histoire d'Israël avait un sens. On a redécouvert notre identité, et puis on a pu, à partir de ce moment-là, décider si on voulait prendre part entière à l'histoire d'Israël et être sur la scène, ou alors regarder l'histoire d'Israël de côté et faire partie du public. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là, justement, lorsqu'on a fini Mayanot, qu'on a décidé avec mon mari de nous engager à tout point de vue, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau social dans la société israélienne. Et de continuer à répartir et à enseigner l'enseignement qu'on a eu de Manitou. Alors, c'est très intéressant parce que justement, ce deuxième volet, cette deuxième partie de l'émission réalisée par Josie Eisenberg est consacrée à la pensée sioniste de Manitou. Alors, on s'interroge dans l'émission, il y a tout un tas, il y a ses anciens élèves, bien sûr, son frère qui prend la parole. On s'interroge sur le fait si Manitou était sioniste dès la première heure ou si c'est quelque chose qui est venu après. Alors, je vous pose la question, vous qui êtes un grand spécialiste. Je crois qu'il s'agit là de l'historiographie des Juifs d'Algérie. Nous avons été très, manipulés, je dirais presque, par l'historiographie française, parce qu'on a mis beaucoup l'accent sur la conquête française de l'Algérie en 1830, et ça a été quelque chose de très, très prédominant, de très, très significatif.
dans l'histoire des Juifs d'Algérie, mais on a oublié leur passé, qui était un passé d'un judaïsme séfarade, qui faisait partie de l'Empire ottoman. Et cette composante dans l'histoire des Juifs d'Algérie était ignorée. Et il existait une tradition séfarade très importante et très significative aussi. Et je crois que par le biais de cette recherche que j'ai faite sur Manitou, je suis arrivé à cette synthèse-là. Et j'ai eu la chance de remettre à jour cette synthèse, qui est la synthèse de ce judaïsme d'Algérie qui était un judaïsme séfarade. C'est pourquoi, de façon très naturelle, traditionnelle et sioniste, et avec un amour conditionné par rapport à Eretz Israël. Okay. Et d'autre part, c'était un judaïsme français, francophone, sociologiquement parlant. C'est devenu très vite une communauté occidentale. Ouais, c'est un peu, on va dire, l'exception des Juifs d'Afrique du Nord, quoi. Exactement, mais ça aussi, ça remet en question aussi toute l'historiographie qui a essayé de dire qu'on a de couper cette communauté de ses sources, en fait. Exactement. C'est ça. On a souvent dit que c'était une communauté très assimilée, très asioniste et non sioniste, presque anti-sioniste. C'est faux. Il s'agit là de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus complexe. Et la personnalité de Manitou nous illustre cette complexité. Alors, nous avons un ancien élève, je crois un ancien élève à vous, un ancien Khanir, peut-être même du Bnei Akiva, qui s'est chargé de traduire ce film dont on va voir un petit extrait en hébreu. Donc, il y a des sous-titres en hébreu. On pense à lui particulièrement aujourd'hui. Oui, tout à fait. Son papa est à l'hôpital et nous prions pour sa santé, pour son bon rétablissement. Voilà. Et d'ailleurs, le Rav Eliaou Chaïk aussi est hospitalisé. Nous prions pour le bon rétablissement du Rav Chaïk. De tous, voilà. Alors, visionnaire était Manitou, c'est ce qu'on dit de lui. Et surtout, ce qui est moins connu, c'est qu'il a été un contemporain du Rav Kook, qu'il a énormément influencé. Du fils, oui, bien sûr. Tzvi Yehuda Cohen Kook. Oui. Et c'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire, oui, c'est l'élève du Rav Tzvi Yehuda. C'est pas le cas. À mon avis, il s'agit d'une personnalité très autonome qui était Manitou, avec un bagage très, très, très important. Il arrive en 1955, il rencontre le Rav Tzvi Yehuda quand il était déjà une personnalité imminente et il avait déjà, il était Mekoubal, il savait la philosophie européenne tout à fait comme il faut. Et il enseignait tous ces thèmes-là. Mais voilà que je crois que tandis que Gordin, en 1945, 6, 7, va enseigner à Manitou la priorité de la Kabbalah par rapport à la philosophie, voici que le Rav Tzvi Yehuda va enseigner à Manitou la priorité d'Eretz Israël par rapport à la France. C'est-à-dire que tout est question de priorité. Il n'y a pas une... C'est ça, c'est pas exclusif. Exactement. C'est toute sa pensée, c'est ça. C'est pour ça que ces dernières années, sa pensée se répand comme une traînée de poudre dans la société israélienne, c'est que sa pensée est inclusive. On n'est pas ou ça on peut être les deux. Exactement, elle n'est pas dichotomique, elle est tout le temps dans la mouvance de la synthèse. Et à chaque moment, un homme se doit de choisir la priorité et de la valeur qui se doit d'être approfondie à ce moment-là. Alors, une pensée cartésienne, on va dire, malgré tout, une pensée qui capte l'urgence de la société dans laquelle elle vit. Et alors, il a capté l'urgence à lutter contre l'assimilation et surtout aussi à monter en Israël pour renforcer le peuple juif. Je dirais une vision prophétique. Ah ben alors, il va encore plus loin. Parce que la vision cartésienne, elle est dans l'analyse de la prophétie hébraïque, et c'est exactement ce qui s'est passé dans son travail. Parce que c'était pas un philosophe, Manitou, ce n'était pas un penseur, c'était un éducateur, c'était un manig, un leader, et à travers la pensée juive, à travers
l'enseignement de la tradition hébraïque. Il a été un grand penseur, mais il était avant tout un grand éducateur. Et il a surtout mis les pendules à l'heure en ce qui concerne l'identité hébraïque. Il a mis les points sur les i sur l'identité universelle de l'humanité entière. Et à partir de cela, il a bien précisé qu'était l'identité des Juifs en diaspora et quelle était l'identité des Juifs en Eretz Israël. Et cette identité hébraïque est une identité universelle qui a un apport à l'humanité entière, et c'est pourquoi son travail est extraordinaire. Alors, oui, Bella, vous voulez rajouter un petit mot? Oui, je voulais revenir au concept de visionnaire et de prophète. Comme tu disais, je resterai sur le thème de visionnaire. Je pense que Manitou, qui était défini comme Rav, comme éducateur, comme philosophe, comme maître à penser, était aussi l'homme de l'histoire. Manitou était très présent. Manitou ne voyait pas uniquement la Torah comme un enseignement déconnecté de la réalité. Manitou avait vraiment, vraiment les pieds sur terre et il savait à chaque fois lire l'histoire, anticiper les événements et essayer de prévoir aussi et de donner des structures en fonction, en répondant par rapport à ces événements. C'est comme ça qu'il y a eu l'école d'Orsay qui est venue juste après la Shoah. Et il y avait tellement de questions qui étaient très, très, très difficiles chez la jeunesse, essentiellement chez la jeunesse, parce que Manitou voyait potentiellement dans la jeunesse la possibilité de pouvoir continuer la pérennité du peuple juif. Alors et justement, est-ce qu'on parlait de tout à Mayanot? De tout. De toutes les questions dont on peut parler, qui déchirent la société israélienne d'aujourd'hui, l'homosexualité par exemple, ou je sais pas moi, ou autres questions à l'époque, c'était peut-être pas le langage du jour, mais je me rappelle comme anecdote, je veux dire qui restait jusqu'à aujourd'hui dans ma promotion, alors qu'on parlait de Manitou, ce grand maître à penser. Il y a un des élèves qui lève le doigt et puis qui dit « Mais d'après ce que tu as l'air de dire », en Manitou qui dit « Je n'ai pas l'air de dire, je dis ouais. ». Mais on était un peu... Ça prouve simplement qu'on était très proche de Manitou et qu'on parlait un langage très proche avec les choses qui nous préoccupaient. Maintenant, le programme de Mayanot était fait de telle manière que ce n'était pas uniquement un programme universitaire et intellectuel. C'était un programme qui était prévu pour l'esprit, pour le corps et pour l'âme. On étudiait la Torah, on étudiait l'histoire d'Israël, on étudiait la géographie d'Israël, on avait des tiolim, on faisait de la gymnastique, il y avait des danses folkloriques, ouais, il y en avait on avait le chant, on étudiait les chants, on étudiait les piyutim. Et Manitou essayait de donner un répondant à tout ce que l'être humain pouvait sentir, tout en plongeant doucement dans cette identité juive. Alors, Yossi, Charlie, je me tourne vers vous. Est-ce que vous expliquez aujourd'hui ce regain d'affection, on va dire, ou en tout cas cette reconnaissance de la pensée de Manitou chez les jeunes Israéliens? Parce que grâce à des initiatives comme celle-ci, comme le film qui est traduit en hébreu, grâce à votre livre en hébreu, grâce à des cours qui ont été retranscrits, il y a un regain d'admiration, un engouement pour sa pensée. Oui, Manitou nous explique que tout est un tout et on ne vit pas une vie disloquée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un modèle, je dirais, en tant qu'historien, je parle maintenant, il y a un modèle ashkénaze et un modèle séfarade. Le modèle ashkénaze, par rapport à l'histoire des Juifs en diaspora ashkénaze, c'est une diaspora très, très séparée, très disloquée, très coupée en tellement de facettes. Nous avons les chassidoutes et les chassidim et les maskilim. Nous avons les religieux et les non-religieux, les sionistes et les antisionistes. Cette réalité n'existe pas dans le monde séfarade, pour des raisons historiques aussi. Ce n'est pas que les uns, c'est des Alors méchants. Il est porteur de ça, Manitou ? Lui, il réanime cette synthèse-là, et les élèves... Ça veut dire qu'on peut être unis et différents ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut mettre à la page toutes les composantes de l'identité
de notre identité israélienne. Et c'est, je crois, il a réconforté, il a réamené le réconfort, je dirais la nechama, la consolation. Parce que, à nouveau, nous voyons un sionisme religieux qui réadopte ce modèle-là de Pérou, de séparation et de... Comment dire, Mais c'est ça, c'est-à-dire que dans le temps où on vit en ce moment, on n'a pas encore de gouvernement déterminé. On sent que les gens se déchirent et on n'arrive pas. Enfin, on a vu que notre Rosh Hashanah n'a pas réussi à faire un gouvernement d'union nationale. Là, vous me dites synthèse, l'union. Alors, il y a un engouement pour s'avancer, mais on est loin de. Je pense qu'au même titre qu'à notre époque, on recherchait un message de vérité, d'authenticité. Aujourd'hui, les jeunes sont partagés entre un monde qui est complètement laïque ou un monde qui est complètement religieux et où on explique comment faire les choses dans les moindres détails. Mais finalement, ce n'est pas la question qui travaille les jeunes. Les jeunes veulent savoir pourquoi. Pourquoi on est religieux ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Et finalement, Manitou avait aussi... Quand on parlait toujours de visionnaires, je me rappelle qu'une fois, lorsqu'il y a eu les accords d'Oslo, on était tellement déçus et on était partis voir Manitou et mon mari Serge disait à Manitou, j'ai l'impression qu'on nous a un peu menti, parce qu'on était dans une telle retombée par rapport à l'histoire d'Israël. Et Manitou l'a expliqué, il lui a dit, regarde, prends une courbe montante, ça c'est l'histoire d'Israël. Alors il dit, dans l'histoire d'Israël, cette courbe n'est pas lisse, il y a des montées, des descentes, c'est un peu en zigzag, comme ça, il y a des montées et des descentes. Il dit, maintenant, tout dépend de l'endroit où tu te trouves dans l'histoire d'Israël. Lorsque tu arrives à une petite descente, c'est très difficile. Et c'est un peu la période où on se trouve maintenant, où il n'y a pas de gouvernement, où on ne sait pas, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais malgré tout, même dans cette situation, Manitou explique toujours quelle est l'histoire d'Israël, quel est le sens de l'histoire d'Israël et la place de chacun d'entre nous. Il insistait beaucoup sur le fait que la Géoula, la rédemption, l'espoir est irréversible. On est revenu, on revient à notre terre. Mais bien sûr, c'est tout le temps, il y a tout le temps des difficultés. C'est ça le retour à Sion. C'est quelque chose qui est complexe, qui demande énormément de force, énormément de courage et énormément d'espoir aussi. Oui. Mais ce n'est pas évident. C'est des choses qui il y a des péripéties tellement difficiles, tellement pénible. Donc on comprend bien que cette pensée synthétisée, faire un pont culturel entre la langue hébraïque, le profane, entre religieux peut-être même et non religieux, dire que tout le monde a sa place, que tout le monde peut être ensemble. Toutes les valeurs ont leur place. Il faut tout simplement savoir les adapter à un moment. Et les prioriser. Exactement. Ok. Alors, j'en profite pour annoncer que c'est bientôt l'anniversaire, la Haskara de Manitou. Ce sera le vendredi 7 novembre à 8h. Ça, ce sera la montée au cimetière à Givat Shaoul. Vendredi 7 novembre, montée au cimetière à Givat Shaoul. Et la veille, il y aura... je m'excuse, le vendredi 8 novembre. Non, le 7 novembre à 8h. Ok. 7 novembre à 8h. Et par contre, la veille, le 6 novembre à 19h, vous aurez Omer Kasriba. Tout le monde peut venir, c'est public. Donc ça, Haskara, avec des divrei Torah, et bien sûr, Mincha Arvit, une conférence en hébreu que vous donnerez, d'ailleurs. Sur quel thème ? Sur l'espoir. Et c'est Lech Lecha vers les terrains de l'espoir. Bon. Lech Lecha. C'est la parashat Lech Lecha. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Alors, j'espère qu'on vous aura donné peut-être envie d'en savoir plus. En tout cas, regardez le film. On essaiera de mettre un lien sous la vidéo pour pouvoir le voir en entier. Merci beaucoup. Merci. Merci, Cathy. Et à bientôt. Au revoir. De rien. Sortez, respirez. C'est le Quality Time.